Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Désolée pour ces quelques petites minutes de retard. Petit test son, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à utiliser le chat juste en bas à droite pour nous dire si le son est OK et pour vous présenter éventuellement si vous jugez ça pertinent. N'hésitez pas à nous dire d'où vous vous connectez. Super, merci Gilles, Léo, Jean. Bonjour à tous. Eh bien, merci de vous être inscrits et connectés pour le live meeting de TOT. Donc, la levée de fonds, un grand succès sur l'ITA, puisque nous atteignons presque les 5 millions d'euros d'intention d'investissement sur les plateformes françaises et belges aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, bienvenue aux Belges. J'imagine que vous avez reçu l'invitation de la part de l'ITA Belgique. Il y a Madeleine qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes pour la partie Belgique. Voilà, donc, oui, voilà. Merci Guillaume en attendant. Donc j'ai commencé par me présenter moi-même. Donc je m'appelle Fanny Imbert, je travaille pour Lita.co, qui est la plateforme sur laquelle TOT réalise sa deuxième levée de fonds citoyenne en ce moment. Et donc je serai accompagnée de Madeleine, qui est responsable des relations investisseurs côté Belgique et qui se présentera juste après. Pour faire un petit historique, peut-être le temps que tout le monde nous rejoigne, TOT donc avait déjà levé des fonds sur l'ITA il y a 1 an et demi pour financer ses 2 premiers navires. Peut-être que Guillaume reviendra un petit peu là-dessus pendant sa présentation. Et c'est d'ailleurs la levée de fonds record sur l'ITA en termes de montant levé, puisque nous avions levé 4,5 millions d'euros. Et on a eu carrément le baromètre 2022 du crowdfunding en France, donc de l'organisme de financement participatif France, qui avait donné son coup de cœur à la levée de fonds de TOT. Donc voilà, c'est un bel exemple de la force de la communauté de l'ITA qui a soutenu une entreprise qui agit concrètement sur l'empreinte carbone du transport maritime. Donc, merci à tous pour vos investissements. Peut-être qu'on a d'ailleurs par nous aujourd'hui des personnes qui avaient investi en 2022 et qui sont intéressées par cette nouvelle levée de fonds. Et sinon, pour les autres, bienvenue dans la levée de fonds. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ITA, peut-être rapidement. Donc, on est une plateforme d'investissement durable qui permet à des particuliers et à des professionnels d'investir, que ce soit en dette ou en capital, dans des entreprises, des associations, des coopératives qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financière, mais aussi et surtout sur des critères d'impact social, environnemental et sociétal. Et donc, on est présent en France principalement, mais aussi en Belgique. Et l'opportunité d'investissement dans TOT est disponible dans les 2 pays. Voilà pour vous dire. Donc, je vois que Madeleine n'est toujours pas arrivée. Je pense qu'elle doit avoir un problème de connexion. Ah, juste au moment où je dis ça. On t'entend pas, Madeleine. Non. Enfin, en tout cas, moi, je n'entends pas de mon côté. Je sais pas si Guillaume, tu entends. Mais non. Ouais, peut-être c'est le casque, je sais pas. Bon, je finis l'intro et Madeleine. Merci, vous m'entendez? Ah oui, là c'est clair, Madeleine, c'est bon. Oui. Super, voilà. on t'entend. Mais justement, j'étais en train de dire qu'on était présent dans les 2 pays, donc France et Belgique. Si tu veux dire quelques mots de ton côté pour présenter avant de démarrer avec Guillaume. Tout à fait, merci Fanny et désolée pour le retard et ce souci technique. Effectivement, je m'appelle Madeleine Krins, je suis en charge des relations investisseurs et des levées de fonds pour l'ITACO Belgique, donc la plateforme sœur de l'ITA France. Certains d'entre vous ici me connaissent car nous avons déjà été en contact. Je vais continuer un instant en néerlandais si jamais il y a... Hallo. En welkom op deze live meeting. Bon, attends, toujours bien. Dit gesprek zal een uurtje duren en zal enkel in het Frans verder gaan.
Stel gerust al uw vragen tijdens het gesprek in de taal van uw keuze. Ik zal voor een vertaling zorgen en indien er nog andere vragen opkomen, neem gerust daarna nog contact met mij. Voilà, je te laisse la parole, Fanny, et Oui, encore une merci. Volontiers, si des questions en anglais ou autre, hein, même néerlandais, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai indiqué que je m'occupais de la traduction et que tout le monde parlait dans sa langue. Super. Merci. Et donc, pour terminer l'intro, donc le format du live meeting, il va être décomposé en plusieurs temps. Guillaume va d'abord prendre une quinzaine de minutes pour présenter donc l'activité, les dernières actualités depuis la levée de fonds 2022 et cette nouvelle levée de fonds. Il y aura ensuite une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions dans l'onglet dédié aux questions qui est juste à gauche de celui de chat. Je vois d'ailleurs qu'il y a déjà des questions, donc merci pour votre participation. Et vous avez la possibilité de voter pour une question si vous estimez qu'elle est pertinente pour vous. N'hésitez pas à voter parce que j'imagine qu'il y aura pas mal de questions en vue du nombre de participants. Et si jamais il y en a trop, on choisira les questions pour lesquelles il y a le plus de votes. Et si jamais il reste des questions en suspens à l'issue du live meeting, on se tiendra disponible évidemment pour y répondre ensuite dans les prochains jours. Voilà, sans plus tarder, Guillaume, je vais te laisser la parole pour te présenter et je t'affiche les slides en grand. Merci beaucoup Fanny, Madeleine, merci beaucoup à toute l'équipe LITA, hein, y compris ceux qui sont pas là. J'ai beaucoup apprécié également de pouvoir venir tous vous rencontrer là, la semaine dernière et tout ce qu'on avait pu mettre en place l'an dernier. Donc une équipe très pétillante, très dynamique et avec voilà, une éthique et des valeurs qui nous correspondent parfaitement. Donc je suis vraiment très content d'être là. Merci à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter maintenant ou de nous réécouter plus tard. Donc en guise d'introduction, c'est cette première page de la présentation, elle montre en fait deux navires qui sont des cargos, mais qui sont également des goélettes. Hein. On dit des schroner en néerlandais, hein, qui sont donc des navires à deux mâts et qui sont sur le point d'être mis à l'eau. Hein. On peut suivre ces deux constructions sur notre site. D'ici avril-mai, ces deux navires seront en opération. L'occasion pour moi de faire un petit pas en arrière, notamment de d'où on vient, quelles sont les perspectives et pourquoi on a fait ça. Ces deux navires sont les vôtres, ou du moins tous ceux qui ont bien voulu souscrire à l'obligation convertible de l'an dernier, et puis donc évidemment à nos actionnaires et à nos banques. Le double constat que nous faisons et qui préside en fait à la création de Tout dès 2010, il est petit 1 que le vent, nous le savions, est abondant au large, mais qu'il est devenu prédictible depuis une quinzaine d'années. Le meilleur rendement pour utiliser ces autoroutes de vent qu'on comprend, qui deviennent donc fiables, qui ne sont plus cet aspect très erratique de la vision qu'on pouvait avoir du vent et des voiliers, la voile fournit le meilleur rendement pour transformer cette énergie en source propulsive, y compris sur de très longues distances. Les océans sont très grands, n'oublions jamais, et avec de très grandes quantités de marchandises. Nous mettons 1100 tonnes à bord, c'est beaucoup, hein, c'est un navire qui, marchandises et navires compris, pèse de l'ordre de 3000 tonnes. Le deuxième constat que nous faisions, et je peux peut-être d'ores et déjà le mentionner ici, c'est que face à nous, le shipping, comme on dit, donc le transport maritime mondial, peine, c'est le moins qu'on puisse dire, à se décarboner. Pourquoi ? Le constat reste le même, hein, les navires sont encore plus gros, c'est une industrie éminemment opaque, nivelée par le bas en termes de valeur, qui prend en charge plus de 90% des produits autour de nous, et qui est ce qu'on appelle carburo-centré, c'est-à-dire que de telle taille de navire et une telle habitude, hein, depuis le siècle passé, d'être uniquement sur la propulsion thermique ne fait envisager au transport maritime de décarbonation que via la décarbonation éventuelle de carburant. Donc on nous vend de façon miraculeuse, technophile, quasi messianique, des carburants qui très bientôt, ne vous en faites pas, viendront. Alors on appelle ça le GNL, c'est le CH4, hein, le méthane qui est là, qui lui-même a évidemment un impact sur le climat tout à fait délétère pour ceux qui connaissent précisément le sujet. Le dihydrogène est
un exemple tout à fait clair d'effet contre-productif qu'on pourrait avoir sur l'impact effectivement environnemental qu'il a. Il vient lui-même du méthane fossile et il permet en fait aux armateurs de dire ça marche pas encore, donc on va continuer le business as usual. Je passe pour l'ammoniac et sur les biocarburants. Une anecdote tout de même, quand on vous dit que ces nouveaux carburants seront un jour décarbonés, vous savez qu'il arrive sur Terre annuellement une année équivalente soleil. Vous savez que les hydrocarbures que nous exploitons, donc évidemment géologiquement du sol, nous permettent d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'années équivalents de lumière solaire en tant qu'énergie qui ont été stockées géologiquement et qu'on injecte dans les veines de l'économie mondiale et a fortiori dans nos navires, dans tous nos véhicules, dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui chauffe. On se rend compte que si on voulait strictement décarboner les carburants qu'on mettait dans le maritime, et notamment pour aller vers de l'agrocarburant, en plantant du colza de façon intensive entre Brest et Vladivostok et en utilisant de façon et donc on ne mange plus, on ne vit plus, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de ville, il n'y a plus rien, il n'y a que du colza, et on utilise cette récolte-là uniquement pour faire des biocarburants, comme ils disent, des agrocarburants. On se rend compte qu'on pourrait faire le plein, le sous-T, comme on dit, environ qu'un quart de la flotte mondiale. Ce biocarburant n'irait pas dans les avions ni dans les voitures, ne servirait qu'à ça. Donc on se rend bien compte que l'ambition climatique est tout à fait limitée, y compris dans des scénarios extrêmes, quasi cauchemardesques, ce qu'on pourrait mettre en face. Je dis ça parce que c'est un petit peu, c'est un fondamental très important dans notre démarche qui procède en fait d'une réflexion extrêmement physique, extrêmement rationnelle autour d'une voile qui n'est pas une lubie, un romantisme, une sorte de spectacle au service de nos clients, mais qui est bien, toute chose étant égale par ailleurs, la façon paradoxalement, peut-être contre-intuitive, la plus efficace et la plus crédible pour décarboner aujourd'hui. Le transport maritime mondial, c'est 3% des émissions, donc 3% des émissions, c'est 2 fois l'Allemagne, enfin c'est quand même pas rien, et on se rend compte, rapport de la Commission européenne, que au vu des trajectoires, on sera en 2050 entre 15 et 20%. Et on ne peut rien faire pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le hard to abate. Il est difficile d'aller le décarboner. Il existe des réglementations qui vont s'appliquer à nous, notamment l'ETS européen à partir de 2024. Nous avons, donc c'est plutôt un contexte réglementaire qui est positif, qui va avoir tendance à renchérir nos concurrents. En tout cas, nous avons choisi, et dès le début, parce que notre histoire depuis 2011, c'est d'affréter des voiliers traditionnels, en tout cas des voiliers existants pour transporter 2, 3, 10, 20 tonnes de marchandises à la voile. En tout, on en a transporté près de 2500, on a organisé plus de 70 voyages, et de façon finalement, alors certains diraient infinitésimale, mais quand même en tant qu'entreprise de façon digne et en le faisant vraiment, et sur cette base-là, et donc finalement très empirique également, que nous avons pu à la fois designer ces nouveaux navires et définir tout le business plan que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui. Donc le transport maritime, 90% des émissions mondiales. L'ordinateur dans lequel vous êtes peut-être en train de me regarder a certainement été, et celui dans lequel je suis en train de vous regarder, a également été transporté par la mer. Si nous voulions avoir un meilleur transport maritime, vous n'auriez aucun moyen de savoir comment cet ordinateur est venu à vous. Donc cette opacité-là, pour aller au-delà, c'est bien le message, il est l'affaire de tous, et on prend entre guillemets les devants en fournissant une solution qui est finalement très crédible, avec des taux de fret efficaces et avec une décarbonation drastique, mais dans une démarche qui est toujours très marchande. C'est ce que nous voulons vendre. Donc le vent, effectivement, est une énergie complètement incomparable, surtout au grand large. Donc sortez d'une vision parfois un peu terrienne d'un vent erratique, il n'y en a pas. Donc c'est quelque chose qui est complètement propulsif pour nous. Cette expérience que nous avons, on a eu nos hauts, nos bas, etc. On arrive avec une solution finalement très intégrée, largement dérisquée. On n'est pas du tout dans une usine à gaz ou dans une hyper technophilie sur les voiliers du futur. On pense que c'est très dangereux d'aller en mer et qu'il ne faut jamais perdre en tête ce qu'on est en train de faire. Pour ça, on n'a pas du tout été, on a évidemment adapté toutes les innovations possibles. Ces concentrés de technologie que sont ces navires. Donc actuellement, il y en a un à Concarneau, un autre à Ho Chi Minh Ville. Les 6 que nous sommes en train de financer seront construits également au Vietnam. J'y reviendrai dans une minute quant à l'outil industriel qu'on est en train de construire avec les chantiers Piriou.
Ce sont des navires qui, à la fois, donc, ont des ratios de l'ordre de 3000 mètres carrés de voile, donc pour les 1000 tonnes transportées. Ce sont des navires extrêmement fins en termes de ligne, en termes d'hydrodynamique. Ils sont fins comme un oiseau, hein, comme dit la chanson. C'est pas par volonté esthétique de notre part, mais c'est bien évidemment pour utiliser le gréement et atteindre des vitesses, surtout dans les petits temps minimum, pour nous permettre de tenir les moyennes et les ETA, les Estimated Times of Arrival. Très rapidement, on va picorer du côté de la course, on va picorer du côté de la pêche, également du côté de la croisière. On a des hélices, donc on a 2 petits moteurs diesel, surtout électriques. Nos hélices, quand on va à plus de 12 nœuds à la voile, tournent tellement vite à l'envers que, évidemment, tout moteur thermique éteint, débrayé. Ces hélices permettent d'hydrogénérer en récupérant une bonne partie de l'énergie de sillage pour avoir un navire qui, sur une traversée à New York qui dure de l'ordre de 13 jours, peut, de 8 à 9 jours sur cette traversée, produire plus d'énergie que les besoins du bord. Donc, c'est le type de technologie donc, sur lequel on ne s'est absolument pas bridé pour aller chercher au plus loin, mais rester sur un navire qui sera avant tout marchand, hein, dont l'objectif est de coûter pas trop cher et d'être, ceci dit, très efficace, donc économiquement et nautiquement, si j'ose dire. Chaque navire économise de l'ordre de 5000 tonnes de CO2 par an. Pour anticiper une question, parce qu'on y a réfléchi, l'impact carbone de la construction du navire, en combien de temps est-ce qu'on l'amortit d'une certaine façon par une exploitation en transport à propulsion principale vélique? On pense qu'en 15 à 18 mois d'exploitation de transport à la voile, on a déjà économisé plus de CO2 que celui qui a été dû à la construction du navire. Il permet également, puisque donc on concentre un système d'information géographique à bord, d'avoir des reportings tout à fait différenciés, spécifiques, avec un degré de granularité très précis sur les émissions de CO2. C'est très important pour nous, c'est pas juste une allégation générale circulée, il n'y a rien à voir. Chaque traversée est différente et on doit ce degré d'information en B2B à nos chargeurs, mais en B2C également au client final. Hein. On met en avant un label qui s'appelle Anemos, hein, du nom du premier navire, du nom du dieu grec des vents favorables, qui permet de retrouver ce journal de bord carbone dans la langue de destination. On retrouve la trace du navire, on retrouve les vents, l'état du gréement à un instant T, comment il est exploité, la vitesse du navire, donc des données très techniques, on va dire, mais également des données plus humaines, des photos, des lignes de journaux de bord, etc., etc. J'avance rapidement. Ces 2 premiers navires, c'est très intéressant, ça nous permet d'avoir des départs New York, grosso modo, depuis Le Havre, toutes les 5 semaines. On se rend compte qu'également, ça nous permet d'avoir des importations depuis la Colombie ou le Brésil qui interviennent à peu près sur la même fréquence. Donc, ce sont des navires qui naviguent 320 jours par an, hein, donc on rajoute à ça les jours d'escale, hein, donc c'est des navires qui travaillent énormément, qui sont alloués au début sur 2 grandes routes, aller-retour très simples, très lisibles, New York, aller-retour, et on va dire, il y a 2 routes, mais techniquement c'est la même thématique, c'est le café-import, donc c'est Santa Marta, un port, donc Colombie, hein, le nord-est de la Colombie, et Santos, donc le port de Sao Paulo au Brésil, sur des imports café vert, avec 2 clients structurants que sont le groupe Pernod Ricard et donc les exports de Martel, de Moom, de Perrier-Jouët, qui remplissent les 2 tiers de la cale à l'export, avec une trentaine d'autres chargeurs à destination de New York, avec Opinel, Bonne Maman, Chartreuse, donc des belles marques. On n'est pas dans le luxe, mais on est dans, en tout cas, des chargeurs qui se mobilisent pour effectivement avoir un impact sur leur scope 3 ou sur leur bilan carbone maritime, mais également pour redonner un lien finalement avec l'origine, le terroir, grâce à une valorisation du transport. On se rend compte que nos propres chargeurs nous disent on aimerait bien passer la seconde, on aimerait bien aller un peu au-delà des premiers volumes que les 2 navires permettent. On se rend compte que des clients chargeurs de concurrents viennent nous voir. On se rend compte qu'on a des marques, des entreprises tout à fait énormes qui commencent à nous demander nos prix, voir comment on pourrait faire, etc. Donc nous, la volonté, c'est pas de prendre la cerise, hein. Nous, c'est de prendre le gâteau, d'aller vraiment décarboner des flux tout à fait considérables à la voile. Au lieu de tout de suite lancer une R&D, j'allais dire tous azimuts, pour un navire de 2e génération qui, nous le savons d'expérience, prend environ 3 à 4 ans avant de mûrir techniquement, en termes de BP, en termes de réglementation, d'appel d'offres chantier, etc. On se dit, incrémentons, faisons le passage à l'échelle, le scale-up, avec des sister ships, pour parler français, donc des navires jumeaux
qui permettent d'être beaucoup mieux compris par les clients, qui ont déjà fait évoluer leur logistique, leur marketing, leur RSE autour de nous, qui permettent également d'être mieux compris également par les financeurs. Finalement, on passe d'un modèle à 2 à un modèle à 8. Et d'ailleurs, nous ne le cachons à personne, il y a une deuxième tranche de 6 actuellement en discussion pour des modèles donc à 14, donc 2 plus 6 et 2 plus 12, pour avoir des fréquences avec des objectifs de départ hebdo sur la destination New York et des accossages, donc des arrivées départ hebdo. S'il y a une question sur d'autres routes, tout à l'heure, j'y répondrai volontiers. On est évidemment avec d'autres navires derrière dans une capacité d'innover. Nous, notre produit, c'est la route, c'est la destination, c'est l'origine. On a évidemment des idées par là où on va. Donc, c'est cette flotte de 6 navires que nous sommes en train de financer. Je reviendrai peut-être, si c'est pertinent, sur la structuration du deal. Pour revenir très rapidement sur les impacts généralement, donc je pense que ça doit faire une dizaine de minutes, Fanny. Je m'achemine tout doucement vers... Oui, c'est ça. Dans le carré au-delà du CO2, je le mentionne parce que ça nous tient à cœur et c'est juste très important. Vous savez que le carburant brûlé par les grands porte-conteneurs ou les paquebots, c'est ce qu'on appelle du fuel lourd, heavy fuel oil, ou le bunker fuel. C'est un sous-produit du raffinage du pétrole. C'est une sorte de mélasse extrêmement riche en soufre, en composés aromatiques, en métaux lourds et plein d'autres trucs sympas comme ça. Le shipping est également, et de très loin, le premier émetteur mondial de gaz soufré, plus de 25% en SOx, NOx, SO2. Nous, évidemment, à la fois parce qu'on consomme très peu, on a un navire qui est sur une consommation de l'ordre de 200 litres par jour. Un porte-conteneur équivalent de 150 conteneurs brûlerait de l'ordre de 14 000, donc on compare 200 à, disons, 13 000 litres par jour. Non seulement, donc en termes de CO2, on comprend la réduction tout à fait radicale, mais en plus, ce carburant que nous brûlons n'est pas du tout du bunker fuel, c'est du diesel marine. On essaie d'y intégrer un maximum de biocarburants d'ailleurs. En tout cas, il y a une réduction totale de ces gaz soufrés et donc évidemment éminemment responsable de l'acidification des océans, par le processus tout simplement d'acide sulfurique autour des gaz soufrés. Évidemment, on fait beaucoup moins de bruit que tout autre, donc c'est quand même beaucoup mieux. C'est l'ODD 14, c'est Life Underwater. Évidemment, évidemment pas tant que ça, mais on pense que proposer des millions de produits vins spiritueux et ceux que j'évoquais à l'Export New York ou des paquets de café, tablettes de chocolat qui chacun a un label qui permet de reconstituer les économies carbone, les bords que nous avons tirés, les systèmes météo, puis les dauphins, les poissons volants, etc. On pense que tout simplement c'est une façon de sensibiliser des millions de personnes aux océans parce qu'en fait c'est pas si évident que ça, c'est 70% de la planète ils sont là. Sur l'autre partie, vous vous rendrez compte que, en termes de transit time moyen, aujourd'hui, du fait de congestion portuaire, on se rend compte que non seulement on est compétitif, mais en fait, on est largement meilleur. On est sur des économies à la fois de carburant par trajet en fonction des 10 trajets, alors global et unitaire, tout à fait drastique. On est supérieur à 95%. Et on est sur des taux de fret qualifiés, là, il y a peu de temps, de pas déconnant, c'est-à-dire qu'on est 5 à 6 fois moins cher que l'aérien et on est en fonction des conditions sur quoi on se compare, c'est très fluctuant les taux de fret dans le taux de maritime, finalement relativement en ligne et assez compétitif en termes de marché. C'est évidemment notre tout premier objectif d'être quand même en ligne avec le marché, d'avoir des chargeurs. Pour le refléter, donc là, le dernier secteur, c'est le 7 novembre, c'est un instantané, une photo prise au 7 novembre de l'état de nos contrats, et on se rend compte qu'on a cette traction commerciale, ce sont des incoming calls, comme on dit, on est démarché par des chargeurs. La barre en vert foncé en bas, c'est du contrat engageant pour le client. Donc, si on est bon, ça se transforme en bills of lading et en cash. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre. Donc, on se rend compte qu'on a un saut très fort. On a également tout ce qui va être des booking notes ou des logs validés en discussion qui sont ce secteur bleu foncé qui, on se rend compte, nous permettent d'avoir une confiance commerciale assez forte aujourd'hui. La flèche que vous voyez à droite du graphe représente une capacité globale que nous aurions avec 30 navires. Donc, c'est pour ça on se dit, en avoir 8, c'est quand même pas mal aujourd'hui sur cette première marche qu'il faut très rapidement pouvoir franchir. Nous voilà. Donc pour avancer rapidement, Fanny, je pense que tu y reviendras sur le produit que nous proposons aujourd'hui. C'est un financement en asset co de ces 6 navires. Donc nous avons ici donc
la dette senior prise par les banques. Le comité est prévu auprès du CIC. On est très ravis. Il y a une syndication qui est déjà vue. Il y a une term sheet qui est déjà validée, envoyée, et une date de comité qui est fixée là, en décembre. Sur l'aspect equity dans la SEDCO, donc on a 2 fonds. On a un lead spécialisé dans l'environnemental et le sociétal, et un lead maritime, un co-lead ou un co-investisseur très maritime qui vient apporter sa due deal technique sur nos navires, les aspects fiscaux, les aspects montage, etc. Donc nous, au niveau de l'OPCO ici, en fait, on a besoin de ce cash qui vient de l'ITA. C'est en ce sens-là qu'on le souscrit auprès de vous pour pouvoir le réinjecter dans la SEDCO et avoir un ownership, donc avoir une quote-part importante dans la SEDCO depuis la holding. C'est ça qui va nous permettre d'être également actionnaire de l'actif. Et donc, c'est des fonds qui sont intégralement réinvestis dans le premier settlement, dans le premier terme de versement qu'on aura au chantier, dont aujourd'hui, on est en train de finaliser à la fin de l'année le contrat de construction pour les 6. Voilà, donc à votre disposition, je vais essayer de laisser un maximum de temps pour les questions. Encore merci Madeleine, Fanny, et merci à tous de votre attention. Merci à toi Guillaume pour le respect du temps aussi, et je pense que la présentation a été pas mal exhaustive, et dans tous les cas effectivement il y a pas mal de questions. Voilà, juste pour dire un mot que nous sommes ravis aussi chez l'ITA de faire partie de l'écosystème qui gravite autour de TOT et de permettre à nos investisseurs d'investir et de porter le projet avec vous. Et avant peut-être de laisser place à la session de questions-réponses, je voulais rappeler rapidement les conditions de l'offre. Donc effectivement, il s'agit d'une levée de fonds en obligations convertibles en actions avec un taux d'intérêt annuel de 10% brut sur une durée de 6 ans. Le remboursement du capital, il intervient in fine, c'est-à-dire à la fin des 6 années. J'ai vu qu'il y avait une question sur les scénarios de conversion. C'est quelque chose qui est encore en définition, mais a priori, ce sera un peu comme la première levée de fonds qu'il y avait eu. En cas de défaut d'un remboursement, il y aura la possibilité de conversion, mais tout ça, ça reste à définir, et évidemment, vous aurez les informations dans le dossier d'investissement qui va être bientôt disponible. L'esprit, sans entrer dans le détail des conditions de convertibilité, la philosophie globale de l'obligation convertible et d'une convertibilité, on va dire, à des fins de non-conversion. C'est un peu ça l'idée de notre point de vue. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de pas dilutif, que si on convertit, a priori, on en a des cas de dégradation de notre cash flow, de nos BP, etc., qui sont quand même assez grave pour l'entreprise. Et c'est ça qui, en tout cas, permet d'avoir une garantie, en tout cas, sur le capital au niveau de cette obligation convertible. Fanny, peut-être que ça peut être intéressant de juste rappeler le calendrier également, vu que c'est une question qui est déjà d'emblée posée. Oui, effectivement. Le calendrier de passage en collecte dépend de conditions externes, et notamment des négociations en cours de TOT avec les investisseurs en capital. Et donc à ce stade, c'est une question de quelques semaines. A priori, à partir de mi-décembre, on pourra envisager un passage en collecte. Dans tous les cas, pour les personnes qui ont enregistrer des intentions d'investissement, vous serez prévenus en priorité du passage en collecte. Et a priori, il faudrait être assez réactif au vu du niveau d'intention globale. Mais on est sur la fin des négociations en cours avec les investisseurs en capital. Est-ce que on passe aux questions-réponses, ça vous va ? Alors donc effectivement, on en a pas mal. Peut-être pour commencer, pour une question assez classique, qu'est-ce que veut dire TOT, Guillaume, si tu veux nous dire rapidement l'acronyme? Ça veut dire transocéanique, parce que ça marche bien quand on traverse l'océan. En cabotage, ça marche moins bien. Les vents sont moins transocéaniques. Wind transport, tout simplement. On appelle ça TOUT. Super. Merci beaucoup. Et on s'appelle comme ça depuis. Ensuite, alors peut-être, en fait, on a essayé de mettre par thématique les différentes questions, parce qu'il y en a qui se rejoignent un petit peu. Une question sur le secteur, le marché. Guillaume, donc ce serait quel secteur visez-vous aujourd'hui et comment comptez-vous les démarcher? Et vous visez une flotte conséquente d'ici 10 ans. Comment s'assurer que la demande client va suivre?
Voilà, si on peut grouper ces deux questions à ce niveau. Oui, merci beaucoup. C'était deux très bonnes questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc nous, on a plusieurs destinations. À chaque fois, il y a un aller et il y a un retour. Il y a par exemple une très très forte demande sur les exports de produits français vers New York pour des raisons en fait classiques et historiques. Cette fameuse route de l'Atlantique Nord, très demandée. Par exemple, sur le retour, on a moins de demande. Et donc, on a des taux de fret, nous dit retour, dit secondaire, et possiblement des secteurs qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas forcément de velléité, de valoriser d'un point de vue marketing l'impact qu'il peut avoir derrière. C'est également le cas, évidemment, au Brésil, en Colombie, où on sait qu'on va pour le compte de Belco, magnifique importateur de café de spécialité, qui met en avant tous les terroirs, les origines, les démarches de décarbonation autres que le transport, etc. Mais avec quoi on va en Colombie ou on va au Brésil. Donc vous comprenez que donc il y a une différence assez forte. C'est pas une usine qui produit tout le temps la même chose. Il y a sur un mois, on va dire, 15 jours de frais de premium et 15 jours de frais de secondaire. Sur le premium, clairement, on s'en doutait, mais on est sur des vins et spiritueux. Donc derrière ça, il y a plusieurs niveaux de lecture. On comprend qu'on a le deuxième alcoolier au monde, entreprise du CAC 40, mais entreprise familiale. Encore, j'ai eu l'occasion de rencontrer une partie de la famille récemment. Le CODIR de Pernod Ricard a eu lieu à Concarneau il y a quelques semaines et on était ravis de les avoir. On est ravis de pouvoir exporter Martel, y compris donc avec les deux premiers navires. On sera sur une quantité tout à fait importante des flux de ce deuxième cognac au monde, à destination d'un marché qui est tout à fait clé. Idem pour Moum, vous connaissez le cordon rouge sur ce champagne. Au-delà de donc ça c'est ce qu'on appelle le fond de cale, on est de l'ordre de 2/3 du chargement. On se rend compte qu'on va également avoir beaucoup de vins de négociants qui souhaitent justement valoriser ces terroirs, ces origines, qui s'adressent à un nouveau type de nouvelle génération de consommateurs type Greta Generation et qui souhaitent mettre en avant toute leur démarche, notamment bio, etc. On a des vins très exigeants, vegan, pas collés, et pas travaillés en levure aromatique ou en soufre, pas de plastique sur les collerettes, etc. Donc, qui collent parfaitement au marché. C'est ce qu'on fait. Je l'évoquais. Au-delà de ça, sur New York, par exemple, on va avoir des biens de consommation tels que des bougies, des couteaux, tout ça du made in France, mais qui vient par 5, 10, 15, 20 palettes avec des taux de fret plus chers, plus premiumisés, où on va avoir Bonne Maman. On est très fiers d'avoir donc cette marque du groupe Andros que tout le monde connaît très bien, mais qui également a vocation à valoriser, par exemple, ces terroirs de la vallée de la Drôme avec les abricots, etc. Sur le café, je le mentionne parce qu'il y a une diversification également d'importation sur du cacao dans les cales, avec Belco, et un peu sur de la panela ou sur différents sucres qu'il pourrait y avoir à bord, ou de façon minoritaire des importations d'épices et des choses comme ça, mais c'est à 90% du café. Donc aujourd'hui, sur les routes secondaires à export, Colombie, Brésil, on se rend compte que on va avoir des matériels électroniques, on va avoir du medical supply, on va dire des produits médicaux, pharmaceutiques également, donc pas des choses auxquelles on s'attendait spécifiquement. On va avoir par exemple des compléments alimentaires, des farines, des choses comme ça. On assume d'avoir un taux de remplissage sur nos taux, on va dire secondaires, donc les moins bien payés, à destination du Sud la plupart du temps, de l'ordre de 30 à 40% la première année, puis sur croissant à 60-70% la deuxième année. C'est le moins difficile à vendre et c'est là où se situe l'uptake commercial, le premium pour nous, parce que c'est ce qui va battre le BP, c'est cette capacité à remplir ça. Les taux de remplissage sur les routes premium aujourd'hui dépassent les 100% largement, donc on est très content sur les 2 premières années sur ces routes premium-là. Donc sur le type de secteur que nous visons spécifiquement, il y a par exemple là, actuellement différents pushes qu'on peut avoir. Donc sur ces routes vides que j'évoquais, on pense qu'il est intéressant de développer une escale récurrente en Guadeloupe au départ de la métropole, comme on disait. Donc avant d'aller toucher la Colombie, on est par exemple en lien là de façon hyper avancée avec sur de electronic device, comme on dit là, donc des décodeurs, des modems, et on est en fait capable également pour l'économie guadeloupéenne ou martiniquaise, en fait, d'avoir nous des taux de fret finalement très compétitifs, qui sont en fait meilleurs que les équivalents carbonés aujourd'hui, et c'est un des positionnements stratégiques qu'on va avoir. Dernier micro-point, vous savez qu'on a cette cale, ou peut-être que vous ne le savez pas, donc on a donc 3 entrepôts, donc séparés en deux, on a 6 grandes cales qui chacune contient environ 150 palettes, puis on a
du fait de ces lignes très fines du navire. À l'avant, une cale où il n'y avait pas vraiment d'angle droit. Et en fait, on y a mis des barriques. Et donc, en fait, on va avoir à des fins d'élevage dynamique, de bonification. On a un taux de remplissage aujourd'hui de l'ordre de 30 à 40% spécifiquement de cette cale en tonneau. Et donc, c'est également un push qu'on est en train d'essayer de mettre comme une espèce de gamme de finish qu'on fournit à des maîtres de chais. Donc, c'est très spécifique en termes d'industrie, mais s'il y a un vrai engouement, un vrai intérêt. Aujourd'hui, les cosmétiques, aujourd'hui, tout ce qui pourrait être voilà, bien manufacturé, on pourrait probablement allouer des navires sur d'autres océans. On pense Pacifique Sud, on pense Transméditerranée également, Afrique du Nord, France, sont également des demandes tout à fait périmétrées, pricées aujourd'hui, avec des systèmes météo un petit peu différents dans ces lieux-là, mais c'est également ce sur quoi on travaille. Je m'étais entre guillemets challengé pour faire des réponses courtes, j'ai pas réussi, mais il y en avait deux. Bon, c'est Guillaume. Pardon. Effectivement, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, merci à toutes les personnes avec nous qui sont pas avares de questions. C'est extrêmement intéressant. Si jamais on ne sait pas répondre à tout, on se chargera avec Guillaume et son équipe de répondre à vos questions, bien évidemment. Je vais tenter de réduire la taille de la présentation. Voilà, pour qu'on nous voit mieux. C'est plus agréable. Alors Guillaume, on va, après avoir parlé des secteurs et donc du type de marchandises que tu transportes, ça peut être intéressant de passer rapidement en revue peut-être point de vue concurrence. On a deux questions à ce sujet, que tu peux grouper évidemment. Une question du coup plus générale, avez-vous des concurrents sur ce type de créneau et par exemple votre aspect différenciant par rapport à d'autres concurrents. La personne ici cite Beyond the Sea, mais évidemment on en connaît d'autres. Je te laisse répondre effectivement de manière peut-être un peu plus concise, comme ça on peut aborder d'autres volets ensuite, mais il y a tellement de choses à dire. La vraie concurrence, et c'est pour ça qu'il y a aussi une vraie capacité de croître très vite. En fait, c'est le transport maritime carboné, conventionnel, fossil fuel shipping, et c'est celui-ci où, en fait, nous, on est capable de sortir des marchandises qui sinon iraient en conteneurs sur des porte-conteneurs. Donc, la concurrence, c'est pas du tout nos confrères décarbonés qui, au contraire, contribuent d'une espèce de moment historique où Neoline, Grain de Sel, etc., Beyond the Sea, enfin différents apporteurs de technologie également. Chacun apporte une analyse, une technologie et se concentre sur des segments de marché en fait qui ne sont pas les nôtres. J'en discutais donc là il y a 1 heure où en fait on se rend compte que il n'y a vraiment rien de concurrentiel entre les différents projets de transport, on va dire à la voile aujourd'hui. Donc depuis 2011, on fait du transport à la voile, on met de goélettes à l'eau, on est dans le scale-up actuel. Je dis pas qu'on est ni en avance ni en retard, ni numéro 1, ni numéro 2 ou numéro 5. J'ai dit que nous, on a cette proposition qui est éminemment humble mais ambitieuse, qui est très techniquement la plus sécurisée possible et en tout cas commercialement la plus décarbonée pour premiumiser et avoir cette externalité de l'impact CO2. Donc voilà, je botte pas en touche. On a, on va dire une poignée de noms certainement que chacun connaît qui viennent en même temps que nous. Chacun apporte de l'eau au moulin de tout le monde et on est très content de cet écosystème qui est créé autour du transport à la voile. Et encore une fois, ce qu'on va chercher nous, c'est le marché du transport carboné aujourd'hui. Super, merci Guillaume. Ensuite, on a eu des questions sur plutôt la partie construction des navires. Une personne demandait pourquoi vos bateaux sont-ils construits au Vietnam et non en France, et une autre personne qui demandait comment sont sourcés et fabriqués les voiles des navires. Très bonne question. Je la fais très vite. Alors, cette personne, si elle habite Concarneau, dites-lui d'aller voir sur le port. Elle verra bien que le bateau, il est là. On a choisi le chantier Piriou basé à Concarneau parce qu'on a fait un appel d'offres européen auprès d'une vingtaine de chantiers. La proposition à la fois technique et d'outils industriels qui était apportée par Piriou nous a le plus convaincus, à la fois parce qu'ils ont un bureau d'ingénierie. On pensait qu'être en pavillon français, c'était intéressant pour plein de raisons. Et donc, d'avoir également les autorités françaises, le bureau Veritas France à côté, c'était intéressant pour ça également. Toutes les études, parce qu'en fait, c'est très, très, très innovant de construire des grands voiliers en marine marchande. Plus de 500 UMS pour les spécialistes. Donc, on n'est pas du tout dans des technos inférieurs à 500 UMS comme un de nos concurrents, qui est notamment très
plaisance en fait. Hein. Il n'y a pas du tout de classification d'agrément. Nous, on a toutes les classifications agréments, ce qu'on appelle la Croix de Malte du Bureau Veritas. Donc, on est en gros la médaille d'or de la sécurité et de la qualité de la construction maritime sur un voilier alors qu'on est un cargo. Hein. Légalement, ce sont des navires cargo. Le chantier Piriou nous propose une construction de coque en Europe de l'Est et une finale remorquage de la coque. Elle est arrivée là, le 28 août dernier à Concarneau pour finalisation, aménagement, câblage, gréage du navire, donc les mâts, les baumes, les voiles. Donc à Concarneau, Finistère Sud, en Bretagne. C'est un navire dont la part française est de 75%. Le numéro. Alors ensuite, nous, on a des clients en face qui nous challengent sur nos taux de fret. Et donc nous, il fallait que le taux de fret chez nous, donc notre prix, il est composé grosso modo à 70% de capex, coût du capital, et à 30% environ d'OPEX. Il est fondamental pour nous de contenir le CAPEX. Piriou, qui a un chantier naval Piriou Vietnam, nous propose de faire l'assistership, donc le bateau jumeau, au Vietnam, ce qui nous a semblé intéressant, ce qui nous a permis de tenir ces coûts-là. Aujourd'hui, le Vietnam, c'est le numéro 1 des constructions acier sur des navires d'une centaine de mètres et de très très loin. Je rappelle par ailleurs que 100% des navires marchands de transport de marchandises aujourd'hui sont construits en Asie, notamment en Chine ou en Asie du Sud-Est. Ce navire dit vietnamien garde une part française de l'ordre de 25%, une part, on va dire, européenne de l'ordre de 35%, parce qu'on a différents fournisseurs, etc., qui viennent de l'Union européenne. Donc, nos concurrents carbonés, enfin fossiles, si j'ose dire, sont à 0% français. Nous-mêmes, ce bateau vietnamien reste avec, on va dire, un tiers français. Les voiles, elles sont, on est très fiers de travailler avec Incidence, donc elles sont faites à La Rochelle, c'est du Dacron, alors qu'en plaisance on a 1 à 2 couches, nous on en a 12, alors que les voiles les plus grandes existantes, grosso modo, font de 200 à 300 mètres carrés, nous on en a une qui fait 650 mètres carrés. On va avoir plusieurs jeux de voiles pour le navire, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir une sorte de maintenance prévisionnelle en permanence, on peut recoudre, on peut retravailler les voiles un peu en permanence. Donc voilà pour les voiles. Fondamental, je le mentionne juste, d'avoir des voiles souples pour nous. Les ailes, c'est bon pour les avions ou pour les bateaux qui vont plus vite que le vent, qui gagnent la Coupe de l'Amérique. Les cargos très lourds, ça ne marche pas avec des ailes, sinon ça décroche, ou alors on est obligé d'aller plus vite que le vent au moteur, et donc avec un effet délétère de devoir aller plus vite que les vitesses cibles, et donc de consommer beaucoup plus. Les voiles souples, pour ceux qui font la voile, permettent d'abattre, de bear away, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de naviguer au portant. Il est important quand on va sous l'Alizé, qui est un vent de nord-est établi à 25-30 nœuds 10 mois par an, qu'on fait un cap à l'ouest, de pouvoir avoir des navigations de travers, 3/4 arrière, et c'est ce que permet justement ce choix de voile souple. Tout est mis sous enrouleur, tout est mécanisé, on a 2 marins en quart, on est capable d'avoir une réduction totale de la surface en moins de 30 secondes, et on est capable d'avoir effectivement, en fonction des secteurs et des puissances de vent, d'avoir tout un piano, si je veux dire, toute une gamme de gréements, toute une garde-robe, c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'on est capable de hisser et de régler, de border en fonction des allures et évidemment du cap. Merci Guillaume. Et oui, je pense qu'il y a des gens qui font de la voile dans l'assistance, vu les questions très précises de certains. Pour parler plutôt de technologie, est-ce que sur vos bateaux et vos voiles, est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez un brevet déposé sur les technologies et quelles sont vos capacités d'ingénierie en interne chez TOUT? Alors, c'est notre design, c'est nous qui l'avons apporté chez Piriou. Piriou l'a fait évoluer. On avait un bateau un petit peu plus petit qui avait 3 mâts, etc. Donc, on est en goélette, on est un petit peu plus gros et long. On utilise notamment un plan anti-dérive tout à fait innovant, etc., etc. Ce qu'il faut savoir en termes de construction navale, c'est que il n'existe pas de prototype. Le prototype, c'est le navire. Donc, on est directement confronté, on va dire, à la réalité physique de la mer, de la taille, etc. Ce qu'on peut également dire, c'est que tous les concepts de navires qui ont fonctionné ont tous été copiés. Donc, éventuellement, on espérerait bien être copiés. Ce qui est fondamental également de dire, c'est qu'on a on protège ce design-là avec le chantier. On a une protection mutuelle avec le chantier de ce design-là.
à la fois qu'on puisse continuer de travailler avec Pierre You dans sa capacité à se projeter sur les différents chantiers sur lesquels ils obtiennent les droits de tirage, et nous-mêmes pour garder un peu cette avance autour de ce design-là. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de... Voilà. Et nous avons la propriété intellectuelle du design via l'architecte initialement qui avait designé ce navire-là. Je le mentionne, c'est pas du tout le sujet actuellement, mais c'est un élément stratégique important pour l'entreprise. Nous sommes en train de développer un gréement beaucoup plus innovant, qui a des horizons de maturité 2029-2030, qui fait l'objet là d'un comité recherche-innovation sur la mer, un truc subventionné avec justement les gens qui nous permettent de faire tout ce qui est CFD, analyse en tunnel, et ce qui nous permet de valider les différents éléments techniques de faisabilité sur un programme de 3 ans environ. Et là, en l'occurrence, il y a des brevets, il y a des choses comme ça, etc. Mais sur tout ce qui est les designs des navires, donc à Concarneau, là, actuellement, il y a une protection du design auprès du chantier. Seul le chantier a les plans dits as-built et peut reproduire ce type de navire. Super, merci Guillaume pour ces éléments. J'espère en tout cas que ça apporte les réponses à tous. N'hésitez pas à nous écrire si besoin de compléments. J'espère également d'ailleurs, n'hésitez pas. Oui, non mais merci. Guillaume, ensuite, on avait 2 questions plutôt sur les pistes de développement. Oui. Donc, une première question, si la demande est là, comment accélérer encore le développement de TOT et la construction de nouveaux navires? Quels sont les facteurs limitants? Donc, demande, capacité de production, main-d'œuvre, financement au capital. Donc, la personne mettait plusieurs types de facteurs. Et il y avait une autre question qui allait un peu dans la même veine de la part d'une autre personne, c'est serez-vous capable d'intégrer un retour d'expérience d'exploitation des 2 premiers navires dans la construction des 6 suivants? Très bonne question également, merci beaucoup. Sur le développement, c'est pour ça qu'on passe sur un scale-up en base de sister ships, c'est parce que ça nous permet, grosso modo, de copier-coller. Et au lieu de partir sur plein de routes et plein de designs, on va rester sur les mêmes routes et on va creuser la profondeur du marché en augmentant les fréquences et donc évidemment les volumes associés. Nous avons cet objectif 2028-2029 d'envisager d'avoir un design d'une catégorie B. On envisage donc sur une base d'une quinzaine de navires, donc 6 plus 6 plus 2, et on se laisse d'ailleurs la liberté en fonction des informations commerciales qu'on aura de construire donc sur 2028 jusqu'à une trentaine de navires de cette classe A. Donc on pense que c'est déjà important en termes d'impact, en termes de millions de tonnes transportées. Donc c'est le premier étage de ce développement rapide. On pense qu'il faut aller capter le marché, qu'il faut proposer à Nemos, qu'il faut aller le go-to-market le plus rapidement possible. Et avec des navires à capacité multipliés par 3 à 6 sur 2028 pour une génération B et sur une génération C à 2032 où on serait sur des navires de l'ordre de 10 000 tonnes de payload, donc de capacité. Et on pense suffisamment pouvoir faire mûrir les premières routes qu'on aura fait décoller avec des navires à 1000 tonnes de capacité pour ensuite passer la seconde et la troisième, si j'ose dire, avec ces générations C et B. Sur les limitatifs aujourd'hui, alors d'un point de vue du capital, les nouvelles sont très bonnes parce que donc on a compris, enfin en tout cas les banques qui nous accompagnent ont compris que grâce au suramortissement vert, grâce à la réglementation qui arrive, grâce à en fait l'efficacité de la proposition qu'on apporte, la limite, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur les carburants ou surtout les différents écrans de fumée qu'on peut voir dans le shipping, avec une vraie volonté d'investir, on est content de ça. Et d'ailleurs l'ITA est évidemment des acteurs de l'édifice financier autour de ces navires-là. Le limitatif technique serait sur la surface max de ce que permet le Dacron, c'est-à-dire le textile. On est sur une technologie éminemment textile. Pour vous donner un ordre d'idée, la chute du J0 du Grand Phoque prend de l'ordre de 600 tonnes de tension. Pour tenir une voile de presque 700 mètres carrés avec des tensions telles, à un moment, on n'arrive plus à tenir en textile. Et donc, selon les analyses des différents fournisseurs de voiles souples, difficile. Donc, pour aller sur des navires, on va dire de plus de 5000 tonnes de payload, etc., ça va être difficile d'aller en propulsion principale vélique. Et nous, c'est notre marque de fabrique, d'être capable d'éteindre le moteur 97% du temps.
c'est difficile de rester sur cette techno de voile-là spécifiquement, d'où l'idée de la R&D qu'on est en train de mettre en place et que j'évoquais il y a 30 secondes ou il y a 2 minutes. Sur deuxième génération, on peut toujours mettre 3 mâts, 4 mâts, hein, on peut toujours aller un petit peu plus loin en termes de taille, etc., mais pas beaucoup plus. Sur la troisième génération, ça va nécessiter justement ce développement-là de changement technologique complet sur le gréement, tout en pouvant continuer à naviguer au portant. Hein, vous m'avez suivi, il faut qu'on navigue au travers, au portant, c'est fondamental. Sur le Retex, en 2 secondes, le gros avantage de ces 2 premiers là, qui sont quand même en construction depuis 1 an et demi, c'est que nous avons déjà des éléments de Retex techniques extrêmement importants. À la fois, j'allais dire la vis pointue, le tuyau, l'adaptation, etc. Sur les éléments qui ont ralenti un petit peu les constructions, ce qui n'a pas ralenti, ce qui était positif, mais également sur toutes les réactions qu'on a des sociétés de classification, certification, du pavillon français, donc l'administration véritablement de la sécurité à bord du navire, sur tout ce qui va être l'approche de l'escale en termes de sécurité, hein, on va chercher du café en Colombie, sur tout ce qui est droit social du marin, etc. On a largement essuyé les plâtres, hein, évacué les petites scories grâce à cette construction-là. Et on a des tests à la mer hein, qui interviennent dès le mois de janvier-février, donc au Vietnam, où on sait qu'on aura déjà des retours sur les performances pures du navire en mer. Et donc, c'est aussi un élément qui viendra nous conforter. Les petites nouvelles qu'on a sur les performances du navire grâce à d'autres tours de CFD, hein, donc le Computational Fluid Dynamics, vous voyez ce que je veux dire, nous permettent de penser qu'en fait, on aura probablement des navires un petit peu plus rapides que ce qui avait été mis au business plan. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Hein, chaque 10e de nœud, pour nous, vous comprenez qu'on est plus dans les temps, on arrive à gagner 1 ou 2 jours sur l'année, etc., etc. Donc, on a des navires qui seront a priori au moins aussi performants que ce qui avait été vu, prévu, etc. Merci Guillaume. Voilà, oui, on entend effectivement ton timer qui sonne. On va prendre, pour ne pas trop dépasser le temps qu'on avait annoncé, on va prendre les 4 dernières questions. S'il reste des questions, on va s'arranger, comme je disais, pour y répondre. Sachez qu'évidemment, il y a encore le dossier d'investissement, donc le dossier d'analyse complet qui arrive, qui est basé sur la due diligence que nos analystes ont fait avec les équipes de TOWT, dans lequel vous aurez également encore plus de détails que ce qui a été donné jusqu'ici. Guillaume, une question qui nous vient de Nicolas. Je vais la citer directement. La mer étant implacable, quel coût avez-vous prévu dans votre business plan pour l'entretien, le remplacement, etc. des bateaux par an? Et est-il prévu du temps de non-action pour cet entretien? Et aussi ajoute le type d'assurance que TOWT a souscrit pour l'exploitation des bateaux. Je vais la faire très très courte. On a de la mise en cale sèche, du MCO maintien en condition opérationnelle. On a la fameuse visite quinquennale de 30 jours tous les 5 ans et on a la visite intermédiaire tous les 2 ans et demi avec une sortie de l'eau tous les 15 jours. Nous nous imposons à nous-mêmes, après 1 mois de navigation, 1 semaine de rétex technique, éventuellement, s'il y a des petites soudures à rajouter, des choses comme ça, et une pause de l'ordre de 5 jours à 1 semaine annuelle, qui également n'est pas obligatoire, où notamment on va faire intervenir des plongeurs sous la carène pour garder un carénage qui soit bon. Sur les assurances, etc., il n'y a vraiment rien de très très intéressant à dire. C'est des assurances RC, corps, machine, gréement, donc avec quand même des assureurs qui ont compris globalement le navire. Pas de surprime a priori, donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle où ils ont compris qu'en fait on aura des spécialistes de la colle-règle, de la stabilité, etc. Que c'est pas des navires qui sont plus risqués que les autres et on a par rapport à tonnage équivalent des assurances tout à fait raisonnables. Merci Guillaume. Une question peut-être aussi rapide, plus au niveau ressources humaines. Quelqu'un qui demandait, sera-t-il aisé de trouver des équipages pour une flotte aussi conséquente? 7 marins au rôle, et donc une relève, donc 2 rôles d'équipage par navire, donc 14 marins par navire, 2 navires 28, et donc a fortiori x6, je le fais même pas, c'est trop compliqué pour moi. En RIF aujourd'hui, donc registre international français, hein, donc le 2e pavillon français, on aura donc des marins issus de l'Union 27, langue de bord français et avec des protocoles en anglais. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on ouvre une fiche de poste marin où tout le monde nous dit « Oh, tu vas galérer parce qu'il y a pénurie d'officiers », on se retrouve avec 150 CV. Avec des gens qui nous disent « Mon métier de marin n'a plus aucun sens ».
j'en ai marre de dérouler des câbles pour Facebook, j'en ai marre de transporter du GNL, etc. Pour moi, la mer doit nécessairement se confronter à l'élément, se confronter à son futur, à être innovant, être dans une démarche marchande et effectivement innovante. Et donc, on a beaucoup de CV aujourd'hui, pas tous bons, mais en tout cas, on a beaucoup de marins. On est également en lien très proche avec la Hochseewachtschule à Anvers, hein, je le dis parce que à nos amis, et puis évidemment à l'ENSM, à l'École nationale supérieure maritime en France, pour envisager de mettre en place on va dire une sensibilisation, un module voile pour les futurs officiers. Et donc ça reste également, nous il y a le défi de l'attractivité, mais je le mentionne également, donc on a 7 marins, mais on a 10 couchettes, 10 bannettes pour les marins, et on sait qu'on aura la capacité à prendre des stagiaires, on appelle ça des mousses, pour qu'également les jeunes puissent se projeter dans la profession. Merci Guillaume, j'avais pensé évidemment aux mousses comme des stagiaires de la profession. C'est tout à fait vrai. On va terminer par 2 questions assez générales, mais évidemment assez cruciales. Une première de Katia sur les risques, très rapidement, peut-être en grande catégorie, pour rappeler à tout le monde quels sont les risques majeurs pris en compte par TOUT ici dans son activité. Merci. Le risque, il est possiblement nautique, donc il est lié au maritime. Donc on est évidemment sur l'aspect pur marin, gréement, sécurité, etc. Le risque, il est possiblement opérationnel, avec une difficulté possiblement en escale, la manutention, comment ça se passe, est-ce qu'on va pas perdre du temps, est-ce que ça va pas coûter plus cher que prévu, etc. Il y a le risque du coup commercial qui est afférent, si le client est pas content, il est moins fidèle que évidemment ce qu'il aurait choisi. Nous, il y a un gros défi plus qu'un risque, qui est de pouvoir justement appliquer une certaine certification à un certain nombre de contrats autour d'Anemos avec une vocation d'aller à 100% rapidement. Donc voilà. Ensuite, la philosophie globale de ce navire-là, de son gréement, de sa taille, a été très agricole, pour dire les choses comme c'est un navire, un très très grand voilier, mais sciemment un assez petit cargo pour justement rester à l'intérieur de ces périmètres de risque qu'on peut avoir d'un point de vue machine, d'un point de vue électronique, d'un point de vue gréement, comme on l'avait un peu mentionné sur le Dacron. Donc voilà, le risque plutôt global est une baisse très forte des taux de fret, une action de très grands armateurs qui font tout pour, grosso modo, dire qu'ils sont du greenwashing, qui viennent chasser même nos propres clients en disant qu'ils sont moins chers et aussi décarbonés, ce qui est évidemment une foutaise. Et donc, on est obligé en permanence d'aller faire de la pédagogie sur chaque contrat, etc., de redire que nous, c'est décarboné, que le GNL, ça ne l'est pas. Ensuite, l'opportunité face à une sorte de risque sectoriel, vous savez, c'est très haut, c'est très bas, c'est très très gros, les navires, ils sont très vides aujourd'hui, les gros porte-conteneurs, donc ils ont des soucis eux-mêmes d'OPEX. On pense que les réglementations, et notamment au niveau de l'Union européenne, du ETS, sont très positives pour nous, parce qu'en fait, ça augmente en fait naturellement les taux de fret fossiles en fait, qui sont entrant et sortant de l'Union européenne. Que c'est au début de l'ordre de 30 € palette, c'est de l'ordre de $200 la tonne de pétrole. C'est surtout quelque chose qui commence doucement et qui va augmenter assez fort. Et on a tout à fait, nous, l'intention d'arriver avec des taux de fret, peu importe le label, le champagne, le cognac, qui seront finalement moins chers et plus attractifs que des porte-conteneurs carbonés. Je rappelle juste, nous fournissons des contrats à des maturités, donc 2027, 2030, 2033, donc dégressifs, sans bunker adjustment fees, donc ce qu'on appelle des primes pétrole, cette corrélation entre le prix du pétrole et le prix de votre fret. Nous, si le pétrole demain matin, je sais pas quoi, un terroriste en Arabie Saoudite, etc., double ou triple, nous sommes engagés à avoir des taux de fret fixes auprès de nos clients. Donc on ne va pas répercuter ce surcoût qu'on aurait sur le soutage. Ce scénario-là ferait que de toute façon nous serions tellement avantagés comparativement du fait qu'on consomme tellement peu que ce serait entre guillemets plutôt une bonne nouvelle pour nous, même si ce serait évidemment, le monde serait traversé de soubresauts tout à fait importants à un baril à 300 ou $500. Merci Guillaume pour ces éléments en plus. Et donc peut-être dernière question pour ouvrir un peu sur le futur. Donc on avait Monsieur Villemain qui écrivait, donc voilà, je te lis. Bonjour Guillaume, à titre personnel et également en tant que chef d'entreprise, où vous voyez-vous dans 10 ans? Au rythme où vont les choses,
Donc moi-même, je vous le dis, finalement, dans mon intimité de personne, moi, j'étais pas né pour être un chef d'entreprise. Je fais un transport Laval. Donc moi-même, là, pour manager nos équipes, construire, structurer, prendre un peu de distance aux choses, je travaille sur moi. Diana, c'est également le cas. Hein, on va dire tout le codir autour. Donc c'est important. On s'organise. Diana et moi, je vous le confie, on est ensemble dans la vie, on a 2 petites filles et on pense que sur le premier voilier cargo Anemos, on va les naviguer pendant 2 ou 3 mois. C'est là où est notre place, on bossera et en même temps, on a besoin de voir les albatros et besoin d'être un petit peu là-bas. C'est pas dans 10 ans. Dans 10 ans, nous, on espère bien avoir mis un certain nombre d'unités suffisamment important à l'eau pour être un acteur du transport maritime décarboné incontournable ou certainement, nous, on va devoir ouvrir une agence sur le fuseau horaire Bogota-New York. Hein, on envisage éventuellement une agence sur Santa Marta parce que donc de plus en plus, on va avoir notre activité opérationnellement qui est là-bas. Pourquoi pas dans la Sierra Nevada de Santa Marta avec les mamous Kogi dans lesquels on pourra faire des retraites philosophiques. Non, nous n'allons pas partir. Je n'ai aucune intention de vendre cette boîte et d'aller boire des mojitos au soleil. Mon idée, pour moi, c'est plutôt un peu le sens de la mission. L'argent n'est pas ma motivation, en fait, pour être très clair. Bon. Merci Guillaume. Moi j'ai un petit peu de temps si vous voulez rester, mais si c'est bordé comme ça, on peut couper. Hein. Ik heb nog een beetje tijd, Madeleine, si tu veux. Hein. Merci Guillaume. Je croyais avoir une réponse en néerlandais. Ils sont où ces néerlandophones là? On en avait moins. En français. Alors, il y a déjà quelques personnes qui se sont déconnectées. Non, mais pas de problème. Mais pour te dire, Guillaume, il y a beaucoup de, je pense que tu vois pas le chat, mais il y a beaucoup de messages pour toi. Donc voilà, c'était brillant, longue vie à Tot, super entreprise, bravo, présentation très intéressante. Donc voilà, je te lis tout ça. Donc les personnes on vous embrasse tous, où vous soyez. Voilà, donc. Et aucun problème pour de toute façon garder les différentes questions et les faire en Q&A écrit, hein, de toute façon. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai 5 minutes ou 10 si vous voulez, mais sinon, on coupe parce que c'est le format. Hein. Je vous laisse. Oui, Madeleine. Effectivement, pour que le format soit ensuite exploitable sur le replay, etc., je pense que voilà, c'est mieux de ne pas trop dépasser. Mais évidemment, les personnes qui n'ont pas eu leur réponse, n'hésitez pas à la mettre sur la fiche projet. Sur l'ITA, je sais que voilà, les équipes de Tot sont assez réactives pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on les a notés aussi avec Madeleine, si besoin, on les fera remonter aux équipes. Voilà, sachez en tout cas que on est à la fin de l'analyse détaillée et que le dossier d'investissement sera bientôt disponible. On vous le mettra à disposition sur la plateforme. Vous recevrez un mail si vous avez déposé une intention. Et puis le passage en collecte prévu dans les prochaines semaines. Donc on espère vous revenir rapidement avec une date précise. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour votre enthousiasme. Je vois beaucoup de messages positifs dans le chat. Donc merci beaucoup. Et merci Guillaume surtout de t'être rendu disponible et d'avoir répondu à toutes ces questions. Aucun problème, merci infiniment à tout le monde. Hein. Tout simplement, je suis ravi d'être là. C'est pas du tout un problème, c'est vraiment du plaisir. Merci beaucoup. Bon, on peut clôturer là-dessus. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.